À vous pour vivre. Qui de nous a le meilleur sort? Nous ne le savons. C'est Dieu, il voit le poison, il meurt. Voilà le sort tragique que Socrate a pu vivre devant les Athéniens. Et là, j'assimile sa mort à celle de Jésus quand même. Celui qui a été persécuté par les siens et qui a été relaté par son élève Platon dans ses écrits. Et nous connaissons Platon, c'est un philosophe grec, de l'Antiquité grecque, qui a fondé l'école qui s'appelle l'Académie. Et devant l'école avec la phrase dit bien, ah mes amis, que nul n'entre ici s'il n'est pas géomètre. Et les présocratiques, c'est des gens qui ont bénéficié, parce que bien avant Socrate, il y avait des philosophes grecs. Vous vous souvenez bien de Pythagore, que bien connaît bien le mathématicien grec, le mathématicien Diouf, qui dit bien philosophia, qui est bien avant Socrate, vers moins 580. Nous en avons d'autres. Parménide, Héraclite, Thalès, Démile et tant d'autres. C'est pourquoi Aristote disait la phrase dans son ouvrage Métaphysique, il dit bien, en effet, ce fut l'étonnement qui poussa les premiers penseurs, comme aujourd'hui, aux spéculations philosophiques. Il avait incité sur la notion de l'étonnement, qui est la marque du philosophe. Le philosophe, c'est quelqu'un qui s'étonne. C'est quelqu'un qui est devant un monde qui lui paraît un monde étranger. Il est semblable à un grand en fonction des questions sur tout. Parce qu'en philosophie, rien n'est évident, comme dit bien Vladimir Jankovic, dit bien, philosophie, c'est se comporter à l'égard du monde comme si rien ne va de soi. Va de soi signifie seulement rien n'est évident. Cette inquiétude est la marque du philosophe. Il est marqué par le doute philosophique. Et en posant la question, monsieur, en disant à M. Sall, qu'est-ce qui distingue l'esprit critique et l'esprit de critique? Il a bien posé cela. Le doute philosophique et le doute sceptique. Il y a douter pour savoir et douter pour douter. Le doute comme un moyen pour la connaissance et le doute comme une fin en soi, le scepticisme. Et donc, c'est donc quelqu'un qui doute pour savoir. C'est aussi quelqu'un qui est marqué par le questionnement. C'est quelqu'un qui s'interroge. Parce qu'il a bien montré que la philosophie, ce qui est important, ce n'est pas la réponse que nous avions, qu'on détient. Le philosophe ne détient pas un savoir. Ce n'est pas un savoir qu'on possède, mais une réflexion sur le savoir et sur ce que l'on sait. Et dans la phrase, il dit bien, de Jasper qui dit bien, philosophie, c'est être en route vers l'origine de la connaissance. En philosophie, les questions sont plus essentielles que les réponses et chaque réponse donne une nouvelle question. Et là aussi, il insiste sur l'aspect du manque de désir. Le philène, l'amour, aimer, c'est tendre vers la connaissance qu'on a, la connaissance qu'on détient en partie, on ne sait jamais. C'est pourquoi il avait dit, Descartes dit bien, Socrate dit bien, je sais qu'une chose, c'est que je ne sais rien. Parce que dès qu'on dit qu'on sait, on cesse de savoir. C'est un questionnement perpétuel, n'est-ce pas, de la philosophie, et n'est-ce pas, un questionnement sur toutes les choses que nous posons. On ne sait jamais. C'est pourquoi, dit bien, Jasper dit bien, dès qu'une connaissance se met en formule apodictique, elle cesse d'être philosophique et après dans le domaine particulier du connaissable. Donc, on va donc, c'est pendant que la science détient un savoir, le philosophe ne sait pas, n'a pas de savoir. C'est une réflexion sur le savoir. C'est pourquoi en science, on cherche, on trouve, en philosophe, on cherche, on trouve en partie, on cherche encore. Et sur cet aspect-là aussi, il a montré le contexte de l'émergence de la philosophie. Pourquoi elle n'est pas née en Inde, en Égypte? Bon, on dit que la philosophie, elle serait née en Grèce antique. Bien évidemment, il y a des thèses qui ont été développées par des penseurs comme Jean Diop. La théorie de l'ethnophilosophie. Elle serait née en Afrique parce qu'on a montré que les civilisations africaines sont antérieures aux civilisations occidentales. Il y a un débat sur cela. Mais quand même, quoi qu'on puisse dire, il faut reconnaître que la philosophie était marquée par les Grecs, le contexte grec. Pourquoi les Grecs? Il a montré bien avant la philosophie, il y avait ce qu'on appelle les premiers approches du réel, avec la dimension du mythe. Le mythe, qu'on peut définir comme un discours fabuleux, un discours fantastique, un discours extraordinaire, un discours teinté de cosmologie et de cosmogonie, qui explique l'origine du monde et l'existence. Parce que l'homme est marqué par cette curiosité qu'on appelle une curiosité intellectuelle. L'homme est par nature un animal métaphysique, c'est pour des questions que le chien et le chat ne posent pas. Que je suis, d'où je viens, où je vais, pourquoi le monde, pourquoi telle chose, ou alors ces questions que l'homme se pose, il tente de donner des réponses à cela. Alors le mythe a une réponse tellement simple à ces questions-là. Le mythe est dogmatique. Or, la philosophie est par essence critique. Donc, elle est venue maintenant à marquer une rupture avec la dimension mythique. Ça veut dire à mettre en avant la passion rationnelle. Le rationnel, c'est quoi? C'est la raison. Ici, maintenant, la seule échelle de valeur, c'est la raison. Et la montre avec Descartes, qui a dit la phrase de bien, la raison égale bon sens, égale esprit,
égale lumière naturelle, égale faculté de penser, égale faculté de juger, égale faculté de distinguer le vrai ou le faux, la raison, le bon sens est la chose du monde la mieux partagée. Chacun pense en est si bien pourvu que même les choses de la raison, mais ce n'est pas d'avoir la raison, mais de l'appliquer bien. Ici, donc, la chose devient l'art de bien conduire sa raison, l'art de penser. Et là, la dimension de Descartes est assez importante. Mais là aussi, on va montrer aussi que dans ce contexte de l'émergence de la philosophie, il y a de l'explication, il y avait aussi le contexte du débat. L'agora, les Grecs aimaient souvent discuter. Il y a aussi le contexte aussi géographique. C'est que la Grèce était un carrefour d'échanges culturels où les gens se rencontraient, ce qui fait l'émergence de la philosophie. Il a aussi montré que dans la philosophie naquit, il y avait des types de personnes qui existaient. Il a montré des politiciens qu'on appelle les sophistes, tels que Protagoras et tant d'autres. Même il a parlé de Calliclès et tant d'autres. Les gens qui avaient l'art de parler, l'art de discuter, l'art de convaincre sans avoir raison. Ce n'est pas la philosophie. Socrate l'a bien montré. Et ce qui a volé à Socrate, ces accusations dans la position de Socrate, vous avez appris ça. Quand il était accusé par Mélotos, Anytos et Lycon. Parce qu'il dérangeait. La maîtrise de Socrate était un art de discuter dans lequel on réveille les influences, et fondamentalement, de son interlocuteur. Donc, le contexte de Sophiste était un contexte qui était, n'est-ce pas, contesté par les philosophes. Enfin, donc, je peux seulement, pour ne pas monopoliser la parole, il a aussi insisté sur l'aspect que la philosophie est une pensée personnelle. Philosophie, c'est quoi? C'est penser par soi-même. Philosophie, ce n'est pas penser par les autres. Comme dit bien les latins, c'est parler à auder. Parce que la pensée philosophique est une pensée qui est une contestation même, une rébellion, une remise en question, doute. On devient philosophe que lorsqu'on dit, M. Gay l'a dit, M. l'a dit, mais moi je le dis autrement. C'est là qu'on devient philosophe. Donc quand on dit, c'est M. Gay l'a dit, vous n'êtes pas philosophe. Ce n'est pas penser par les autres, c'est penser par soi-même. C'est quoi Alain a dit bien, philosophie c'est quoi? C'est pas ça. Penser, c'est dire non. Non à quoi? Au maître. Non à quoi? Au monde. Non à quoi? Au tyran. N'est-ce pas? Car lui, c'est le signe de celui qui s'endort. Le philosophe dit non. Donc, c'est la remise en question des connaissances acquises à l'école, que dit bien Descartes, qu'on appelle ça une érudition. La remise en question de son milieu dans lequel on vit, fait qu'on appelle ça, l'esprit commence à naître par la rébellion, par la remise en question des connaissances suffisamment acquises. Et il a aussi insisté sur André Sponville, qui a fait cette différence fondamentale entre la pensée philosophique et la science. Il a bien montré que la science est fille de la philosophie. La science, marquée par la définition qu'il a donnée, une connaissance objective ayant un degré suffisant de généralité, surtout dans les hommes qui se concentrent à des conclusions concordantes universelles qui ne viennent ni de goût ni de conventions arbitraires. La science qui accumule les connaissances n'est pas la philosophie. Il ne suffit pas d'avoir une tête bien pleine. Non. Il ne suffit pas de maîtriser ses leçons. Ce n'est pas ça. Il ne suffit pas d'avoir beaucoup de livres. Ce qu'on dit bien, Descartes, l'érudition. Il faut avoir une tête bien faite. Il faut savoir penser, il faut savoir douter, il faut savoir contester, il faut savoir critiquer. Puis c'est quoi? C'est d'abord nier ce que l'on sait dit bien en premier Alain. Il a aussi insisté sur l'aspect de la religion. L'homme est un animal métaphysique, c'est aussi un animal religieux. La religion, c'est quoi? Le lien entre celui qui croit et un être transcendant. Il a ici insisté sur l'aspect de Martin Thomas. Dans son ouvrage, il dit bien, la philosophie entre en conflit avec la religion du fait que c'est distribué autour de absolument le temps de la foi et de la vérité. Or, la philosophie, la vérité n'est pas dogmatique. Elle n'est jamais une vérité avec grand V. On ne dit jamais c'est ça. La religion s'impose et ne s'explique pas. Il a aussi montré que c'est vrai qu'il y a cette différence de point de vue. Parce que la philosophie cherche à comprendre pourquoi le monde, la philosophie dit pourquoi le monde, il doit dépendre toute faite. Et nous avons dit que la philosophie n'est la conviction selon laquelle toute affirmation, toute faite est conçue comme mal faite. Quand on dit c'est ça, il faut prouver. La religion affirme sans preuve. Cependant, il y a des philosophes qui ont allié ce lien-là. Il a parlé des philosophes chrétiens, comme Saint Augustin, Saint Thomas. Même Kant a dit cela. Il dit, j'ai dû abolir la raison pour me fier à la foi. Donc, il y a quelques points de convergence. Enfin, donc, on peut aussi... il a aussi, enfin, je vais finir par Platon. Voilà, Platon, le monument de la philosophie, qui a montré la dualité entre les mondes que nous connaissons bien, les mondes sensibles et les mondes intelligibles, l'idéalisme et le réalisme. Et vous avez appris dans votre domaine 1 de
quand on fait la différence entre l'opinion et la philosophie. Comme disait bien Hegel, la philosophie, l'oiseau de Minerve qui prend son envol au crépuscule. Platon a montré que le sens commun, l'opinion, le on, est différent du philosophe. Et il a fait cette caricature que nous connaissons très bien dans une œuvre qu'on appelle La République. À l'Université, il dit bien, le monde est semblable à une caverne qu'on appelle le monde sensible. Le monde des illusions, le monde des erreurs, le monde de l'opinion, le monde du mensonge, le monde du reflet. Et là, pour connaître les choses, il faut aller vers le monde intelligible, le monde de la connaissance, le monde du bien, le monde du vrai, le monde du beau, le monde de l'essence, le monde de la vérité. Par ce qu'on appelle une ascèse, une dialectique ascendante. Et là, expliqué tantôt. Donc, tout cela a montré que la philosophie a un cheminement très particulier et il a aussi enfin montré l'aspect du mythe qui est important dans la philosophie. En instant sur l'aspect le mythe de Oedipe, voilà, l'enfant qui a tué son père et puis sa mère, cette histoire-là que nous connaissons très bien. Et là, elle parle aussi que le fleuve est conçu comme quelqu'un qui peut du monde, mais il est toujours dans le monde. Hein? L'exemple de Thalès est un exemple patent, mais bon, c'est toujours au monde. Quand le gars Thalès marchait, il tombait dans le puits, le gars dit « Oh Thalès, oh philosophe, oh rêveur, comment celui qui ne sait pas ce qui est sous ses pieds peut-il savoir ce qui est dans les cieux ?» Pour dire que le fleuve est coupé et le peu du monde. Mais en réalité, il y a des théories qui ont marqué une assise par rapport au monde. Parce que nous avons dit, il y a la philosophie, il y a des philosophies, des visions du monde qui sont des pensées particulières. On peut parler de l'existentialisme, on peut parler des épicuriens, on peut parler des stoïciens, etc. Donc le stoïcisme est un art de vivre. Et là, vous pouvez prendre des pensées comme Marc Aurèle, comme Peter Jean. Donc, il faut, n'est-ce pas, accepter la souffrance, les choses telles qu'elles sont pour vivre fondamentalement. Donc, bref, je résume seulement pour finir que la première question de départ, qu'est-ce que la philosophie, qui a été posée, en fin de compte, n'a aucune réponse. Personne n'a réussi à avoir une définition indubitable, irréfutable, indéniable, universellement acceptée, universellement reçue de la philosophie. Il n'y a que des définitions qui sont toutes divergentes, contradictoires. Cependant, retenez que la philosophie montre les critères de la rationalité, la critique, le raisonnement, le questionnement et aussi le doute, qui sont la marque du philosophe. Je vous remercie vraiment parce que ça et la réflexion a été très intéressante, M. Sarr, je vous remercie.